Au pays de Sa Majesté, le royaume est largement dominé par deux catégories d'êtres humains. D'un côté les plus riches, très cordiaux, très poches, très bien habillés, très articulés, les vrais dandys. Et de l'autre, vous pouvez pas faire plus opposé. Littéralement les derniers de la classe, les plus marrants mais aussi les plus frustres, les bruits de décoffrage, les machos, les bons vivants. Eh bien Wimbledon FC, c'était ça. Une bande de potes, de bons blagueurs dont le football très rugueux va leur valoir un flot de critiques. C'est la naissance de ceux que l'on a appelés le Crazy Gang avec le plus fou d'entre eux, Vinnie Jones et sa meute de loups, adeptes du kick and rush, bagarre, alcool, terrain boueux. Avec eux, le respect est enterré depuis belle lurette, mais Wimbledon va pourtant remporter la Cup face au grand Liverpool en 88. Mais alors, quel est le véritable impact laissé par le Crazy Gang? Pourquoi ce club, Wimbledon FC, n'existe plus aujourd'hui? Enfin, pas tout à fait, vous allez comprendre. Retour sur la folle histoire des Dons, des Wombles, Wimbledon. Fondé en 1889, Wimbledon FC intègre presque un siècle plus tard, en 1977, la Football League, le cercle des divisions professionnelles en Angleterre. À ce moment-là, la progression des Dons ne s'arrête plus, passant de la 4e division à l'élite en à peine 10 ans. En 86, Wimbledon et son petit stade Plough Lane sont les petits poussés de la First Division. Et d'emblée, on remarque que Wimbledon FC ne brille pas particulièrement par la beauté de son jeu. À quoi bon se casser la tête à vouloir construire? Autant se concentrer sur le jeu d'école, un jeu direct de passes longues, parfois approximatives, mais qui sait, un coéquipier qui traîne par là peut toujours la reprendre. Nous sommes en plein dans le kick and rush. Mais ne pensez pas que le mot créativité ne fait pas partie de leur vocabulaire. Ils ont leur créativité bien à eux. Un football rugueux, peu conventionnel, encouragé même par leur entraîneur Dave Bassett, ancien joueur des Dons, et qui leur faisait faire des exercices où ça finissait souvent à l'infirmerie, rendant les séances d'entraînement assez décalées, tout ce que les joueurs affectionnent, évidemment. Alors on peut penser qu'au fur et à mesure où le club grimpe, ils vont devenir sérieux. Ils vont commencer à recruter des joueurs de l'élite, histoire de se maintenir. Ils vont travailler un peu plus sérieusement à l'entraînement. Ah là là. Non. Pensez-vous. Juste avant la montée, Wimbledon enregistre l'arrivée de Dennis Wise de Southampton après une brouille avec l'entraîneur des Saints qui aurait, selon la rumeur, fini en baston. Puis celle de l'attaquant John Fashanu et son caractère bien trempé en provenance de Millwall. Mais là où Wimbledon ne pouvait pas faire plus bas alors qu'il venait juste d'être promu en première division, ils vont recruter pour seulement 10 000 livres un joueur de 9e division, un certain Vincent Jones, plus connu aujourd'hui sous le nom de Vinnie Jones. Vous le connaissez sûrement puisque c'est un acteur aujourd'hui. Mais avant, il était un milieu défensif qui allait devenir une des pièces indispensables du dispositif des Wombles et terminera la saison à une excellente 6e place, les menant là où personne ne les attendait. Ça pourrait être une surprise, mais s'ils finissent dans la première partie de tableau d'un point de vue sportif, au niveau fair play, ils sont vraiment tout en bas. C'est la cata à ce niveau-là, collection de cartons jaunes et de cartons rouges, et on ne compte plus les rappels à l'ordre et les sanctions de la part de la Ligue. Le Crazy Gang est officiellement né, un surnom inspiré d'un groupe de comédiens du même nom dans les années 30, puisque dans l'opinion générale, Wimbledon est vraiment perçu comme une bande de comiques, de garçons déjantés, mal élevés, mais qui amusent bien la galerie. À l'aube de la saison 88, Bobby Gould succède à Dave Bassett en tentant de changer la mentalité des joueurs, des mises au vert, du repos avant les grands matchs, de la préparation calme. Peine perdue, hein. Le calme, c'est tout ce que ces joueurs détestent. Rien n'y fait, Gould sera vite découragé aussi bien par les joueurs que par le laisser-faire des dirigeants et de son propriétaire Sam Hammam, qui considérait cela au contraire comme un moyen de souder le groupe. Bobby Gould n'a pas le choix et s'adapte. Du vrai kick and rush à l'anglaise, même s'il y avait plus de kick que de rush. Surtout venant de Vinnie Jones, qui, lors d'une rencontre face au Newcastle de Paul Gascoigne, va saisir les parties intimes de celui-ci comme si de rien n'était, ce qui, selon les joueurs et Vinnie Jones lui-même, aurait considérablement sorti Gazza de son match et permis d'arracher, sans mauvais jeu de mots, le match nul, un match nul magnifique, sur le score de 0-0.
Il va sans dire que l'Angleterre tout entière haït cette équipe de dégénérés, y compris la presse. Mais comme le disait John Fashanu, ils utilisaient ça comme une force. Oh, we love that. Yeah, that's what gives us our camaraderie. If they aren't knocking us, then they're knocking somebody else. We prefer them to knock us. You know, if you come back and you give us a whole lot of abuse in the papers, wherever it be on the television, whatever, that's great because we just go into ourselves, we've got the strength. Les puristes ont beau s'indigner, le Crazy Gang continue à grimper en réalisant un très beau parcours en Cup pour atteindre la finale à Wembley en 88 face aux Reds de Liverpool, la meilleure équipe d'Angleterre à l'époque. Le jour de la finale, dans une enceinte rouge de supporters de la Mercy qui chambrent leurs adversaires à travers des chants enfantins, les Wombles, piqués au vif, répondent avant le match en tapant sur les murs du vestiaire des Reds et sur le terrain, les Blues de Wimbledon donnent le ton. Ce tacle assassin et légendaire de Vinnie Jones sur Steve McMahon, dès les premières secondes, va tétaniser les Reds de Kenny Dalglish durant toute la rencontre. Les Gentlemen sont défaits par des psychopathes qui ouvrent le score par Laurie Sanchez, et évidemment sur coup de pied arrêté. Contre toute attente, Wimbledon remporte la Cup après cette victoire 1-0 en finale et seulement 11 ans après avoir acquis le statut professionnel, c'est incroyable. L'une des plus grosses surprises dans l'histoire de la compétition, personne ne veut y croire, mais c'est bien Lady Di, beau contraste d'ailleurs, qui remet la Cup au Crazy Gang. Et même avec un jeu soi-disant moche, vous savez quoi? Cette bande de fous considérait le foot comme un combat, et ils avaient bien raison je trouve. Et avec ce penalty arrêté avec brio par Dave Beasant, oui, Wimbledon méritait bien de gagner ce jour-là. Mais la belle histoire, aussi rocambolesque soit-elle, ne va pas durer. Au début des années 90, le football anglais est obligé de se réformer suite au drame d'Hillsborough qui a fait presque 100 morts. Pour répondre aux exigences du rapport Taylor, tous les stades doivent désormais être équipés de places assises uniquement. Un crève-cœur pour Wimbledon et son Plough Lane qui devront quitter temporairement pour jouer leur match à domicile à Sellers Park, le stade de Crystal Palace. Une situation temporaire au départ, mais le dossier traîne. Et Wimbledon restera loin de son stade pendant près de 10 ans, jusqu'en 2000, année de leur relégation en D2 anglaise. Et pendant ce temps, ces images sont tristes, mais Plough Lane est laissé à l'abandon. Même si les fans demandent désespérément une rénovation de l'enceinte afin qu'elle soit homologuée pour recevoir les rencontres de Premier League. Mais les dirigeants vont prendre la pire décision possible pour un club et pour ses supporters. En août 2001, le club déménage de son domicile pour s'installer à Milton Keynes, une ville située à 100 km au nord de Wimbledon. Approuvé par la fédération anglaise, la FA, il n'en est rien évidemment pour les supporters des Dons, ulcérés. Comment peut-on faire ça? Comment peut-on sacrifier du jour au lendemain l'histoire d'un club au profit d'une décision administrative? Changement de couleur également, en passant à une tunique intégralement blanche et en abandonnant du coup son nom de Wimbledon FC pour devenir Milton Keynes Dons, MK Dons, lors de son déménagement en 2003 au National Hockey Stadium. Depuis 2007, les MK Dons évoluent dans une enceinte moderne, le Stadium MK, d'une capacité de 30 000 places, enfin un stade, mais cela ne règle pas du tout le problème de fond. Ce club ne ressemble en rien à Wimbledon FC, désormais disparu. Si bien que les supporters, totalement laissés pour compte par les instances, vont faire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont investir leur propre argent au service de la communauté et créer leur propre club. En 2002, le AFC Wimbledon est fondé. AFC qui sur le papier signifie Athletic Football Club, mais dans les faits cela veut plutôt dire A Fans Club, un club créé par les supporters qui reprennent les vraies couleurs du club, le bleu et les mêmes surnoms, les Dons, les vrais, ou bien les Wombles. Un logo blanc plus moderne mais calqué sur l'original avec les deux aigles dos à dos. Et en 2003, la traversée du désert commence par la Counties League, l'équivalent de la 9e division, en jouant les matchs à domicile à Kingsmeadow, dans une commune voisine de Wimbledon. Et c'est alors que l'histoire se répète pour les Wombles. Derrière l'appui fidèle d'un public qui respire une passion indescriptible pour leur club, Wimbledon sera promu 6 fois
et reviendra en 2011 dans la Football League après une victoire en barrage face à Luton Town au tir au but. Plus fort encore, AFC Wimbledon revient en 2016 à Wembley pour remporter le barrage de League 2 devant plus de 20 000 fans des Wombles. Historique pour ce club, désormais en 3ème division. Et ironie de l'histoire, ils se retrouvent aujourd'hui dans la même ligue que leur nouvel ennemi, leurs faux jumeaux, les MK Dons. Mais dans l'espoir de retrouver un jour, pourquoi pas, la Premier League, il restait un dernier petit détail à régler, pour que les supporters prennent conscience que leur club de toujours est bel et bien vivant. Il faut retourner à Plough Lane. En 2015, grande nouvelle, le permis de construire est approuvé pour rebâtir sur Plough Lane un stade d'un peu moins de 10 000 places, à quelques centaines de mètres seulement de l'ancienne enceinte, aujourd'hui remplacée par un complexe immobilier. Et grâce au financement participatif des supporters qui ont réussi à collecter environ 2 millions de livres, Wimbledon est donc de retour à la maison depuis 2020, dans un petit stade moderne dont la forme rappelle celle de l'original. Sur le papier, Wimbledon FC est peut-être mort, mais dans les faits, c'est une véritable résurrection. La renaissance d'un club mythique qui aura été rendu possible par des supporters dont l'amour du football dépasse tout entendement. Recréer un club de toutes pièces qui soit fidèle à leur identité, à leur commune, loin du football spectaculaire et des gros enjeux financiers. Parfois, on se dit que ce genre d'histoire n'arrive que dans de vrais pays de football. Mais la folle aventure de Wimbledon fut surtout immortalisée au départ par le Crazy Gang des années 80 et 90. Et maintenant que Wimbledon est revenu du séjour des morts, on n'attend plus qu'une chose, le retour en Premier League. Ou au moins un parcours de rêve en Cup qui pourrait les mener pourquoi pas vers une finale à Wembley. Wimbledon a beau avoir été popularisé par une bande de bourrins irrespectueux, mais le vrai respect, lui, revient aux supporters qui ont pris les devants pour sauver leur club de toujours. Wimbledon, c'est comme une forme d'espoir dans un monde où les puissants veulent tout s'accaparer. Mais là-bas, comme un retour aux origines, le football appartient encore au peuple.